Hello, hello, bonjour tout le monde. Hello, Aliou. Hello, Aliou. Bonjour Alima, bonjour James. Good, on dirait qu'on est au complet. Oui, on peut démarrer. Excellent, excellent. OK, top. Du coup, merci à tout le monde d'avoir répondu présent à cette invitation, donc à notre webinaire de ce soir qui va porter sur l'adoption de Kubernetes, plus précisément sur le comment adopter Kubernetes sereinement. Donc, cette présentation sera faite par mes collègues Aliouba et James et moi-même, Alima Gay, ingénieur cloud et DevOps chez BeOpenIT. BeOpenIT qui elle-même est une entreprise spécialisée dans le secteur du numérique donc, et dont les domaines d'activité touchent les sujets orientés à DevSecOps, cybersécurité, machine learning et étant la première entreprise française certifiée KTP, Kubernetes Training Partner. Elle met à disposition, elle donne des formations certifiantes Kubernetes. Donc, si nous revenons à notre sujet du jour, nous allons dans un premier temps définir Kubernetes, donc parler de l'écosystème Kubernetes, parler des enjeux et challenges donc, auxquels nous sommes confrontés quotidiennement si nous voulons adopter Kubernetes. Et en dernière partie, nous allons voir quels sont les facteurs à prendre en compte lorsque nous voulons migrer vers Kubernetes. Sans plus tarder, nous allons commencer par la petite histoire. Donc, Kubernetes a été initié par Google en 2014, puis passé à la CNCF, donc la Cloud Native Computing Foundation en 2015. Donc, Kubernetes permet de gérer des clusters et peut-être héberger sur n'importe quelle infra, que ce soit sur du on-prem ou sur du cloud public. Et Kubernetes est open source, écrit en Golang. Donc, nous voyons qu'aujourd'hui, Kubernetes a beaucoup évolué et est adopté par plusieurs entreprises, parmi lesquelles on a Airbnb, Slack, Deliveroo ou même Google, donc qui tourne quotidiennement plus de 2 milliards de containers. Mais revenons-en à sa définition. Qu'est-ce que c'est vraiment Kubernetes? Kubernetes, c'est l'orchestrateur de référence. Donc, il va nous permettre de gérer les conteneurs dans lesquels sont déployés nos microservices. Mais si nous allons dans une dynamique plus orientée business, nous pouvons dire que Kubernetes est un système nous permettant de déployer nos applications, mais aussi d'utiliser de manière beaucoup plus efficace l'infrastructure liée à nos applications containerisées. Donc, voilà pour la définition de Kubernetes. Donc, son évolution a donné naissance à une tétrachée d'outils qui peuvent être classés en plusieurs catégories. Nous avons du IaaS, du PaaS, du SaaS. Donc, en termes de IaaS, il y a les géants du cloud, donc Microsoft Azure qui a proposé sa solution. Nous avons AKS, AWS avec EKS, Google GKE, Digital Ocean avec Digital Ocean Kubernetes. Donc, en termes de PaaS, nous avons OpenShift, donc, qui est le géant dans ce domaine-là et qui est l'un des premiers contributeurs du projet Kubernetes. En termes de SaaS, donc, il y a Google Cloud Workspace, mais aussi nous avons CNO qui est une plateforme permettant d'onboarder des projets et des équipes dans un environnement basé sur Kubernetes. Alors, nous avons plusieurs avantages qui peuvent être liés à l'utilisation de Kubernetes, donc parmi lesquels nous avons la rapidité, qui passe par la réduction du time to market et du cycle de vie des applications. Donc, de par mon expérience, c'est l'enjeu principal des clients, donc d'avoir et de s'assurer d'avoir de manière permanente et d'avoir un time to market pertinent, de sorte à réduire le temps de livraison des applications. L'autre avantage, c'est la disponibilité, parce que Kubernetes permet de faire du self-healing. Par exemple, si nous avons besoin d'avoir
plusieurs instances d'une application et qu'on ait une instance parmi ces instances-là qui tombent en panne, Kubernetes a la possibilité de recréer cette instance-là de sorte qu'on ait le nombre désiré à tout instant. Le troisième avantage va revenir au niveau coût, donc aussi bien opérationnel qu'au niveau infrastructure, opérationnel qui va se sentir le plus sur la partie ressources humaines parce qu'on se retrouve à avoir besoin de moins de mains, en tout cas pour gérer notre infrastructure. Et l'infrastructure se trouve ainsi optimisée au niveau coût, donc d'autant plus si nous tournons sur du cloud. Donc, toujours sur les avantages, nous avons la maintenance qui est facilitée par l'adoption de Kubernetes parce que Kubernetes nous permet de gérer notre infrastructure et nos applications sans pour autant qu'il y ait des impacts sur les applications ou sur la disponibilité de nos applications. Nous avons également la scalabilité, donc, parce que Kubernetes nous offre la possibilité d'avoir une mise à l'échelle aussi bien horizontale que verticale. Donc, on a la possibilité d'augmenter la taille de nos ressources, mais aussi d'augmenter l'environnement, donc le nombre de nœuds qui tournent dans notre infrastructure, dans notre environnement. Il y a également d'autres avantages, donc, parmi lesquels il y a la portabilité. Donc, on n'est plus vendor locké, donc on a la possibilité de passer d'un cloud provider à un autre. Donc, il y a la possibilité d'implémenter d'autres outils, donc, parmi lesquels d'autres notions telles que le DevSecOps. Donc, voilà pour les avantages qui peuvent être liés au passage à Kubernetes. Donc, je vais à présent laisser la main à mon collègue Aliouba qui va nous parler des challenges liés à l'adoption de Kubernetes. Yes. Merci Aliment. Oui, donc du coup, bon, les challenges liés à Kubernetes, donc il y en a plusieurs, mais on ne peut pas tous les énumérer. En tout cas, ce qu'on peut retenir, les deux challenges qui viennent en général sont l'acculturation et la sécurité. Bien sûr, il y a d'autres qui viennent après, comme le réseau, le stockage, toute la partie observabilité, etc., etc. Mais voilà, c'est les deux qu'il faut retenir, quoi. L'acculturation et la sécurité. L'acculturation, parce que tout simplement, Kubernetes vient avec un nouvel état d'esprit. Et donc, les entreprises ont beaucoup de mal à percevoir, en fait. Et ce qui veut dire qu'en général, on a une petite partie de l'entreprise qui comprend le projet, qui pousse pour que ce type de techno puisse être mis en place. Mais malheureusement, à la fin, même si c'est mis en place, on n'arrive pas trop déjà à y aller. Pour y aller, c'est compliqué. Et en général, quand on y va, c'est très rare qu'on arrive à tirer le plein de bénéfices de Kubernetes. En fait. Donc, raison pour laquelle l'acculturation et le changement de mindset est vraiment le premier point de douleur, la plupart des boîtes, en fait, c'est le plus grand challenge. Et pour maintenant corriger ce problème, ça dépend du type de boîte. En général, il y a trois types de boîtes. Il y a des boîtes qui sont orientées innovation. Et les boîtes orientées innovation, il n'y a que la performance qui fait loi. Et les boîtes qui sont orientées hiérarchiques, malheureusement, c'est le plus fréquent en général. Les boîtes sont super hiérarchiques avec des process et l'enjeu politique en général dans ces boîtes-là est super énorme. Et d'autres boîtes aussi qui sont orientées plus pouvoir, quoi. On va dire, c'est plutôt une dictature qui règne en interne. Voilà, donc du coup, voilà, vous pouvez vous situer rapidement dans quelle boîte vous vous trouvez, mais c'est très fréquent qu'en général, qu'on se trouve dans la première case, quoi. Et donc, maintenant, comment faire pour adopter un outil qui est transverse, c'est-à-dire il faut que tout le monde puisse bosser ensemble pour que ça puisse se faire. Comment faire pour adopter ce type d'outil dans une organisation qui est plutôt hiérarchique? Parce que c'est le cas le plus courant. Pour ça, prochaine slide, aliments. Et donc, il y a trois niveaux. Donc, dans les boîtes, donc, il y a le top, le middle et le first line. Le top, c'est un peu, voilà, vous pouvez dire, c'est les gérants, c'est les CTO. Voilà, c'est toute la partie C-level, quoi.
Il y a le middle. Le middle, c'est un peu les managers d'équipe, les responsables des équipes cloud, d'équipes DevOps, ainsi de suite, etc. Et en bas, on a un peu voilà, des personnes voilà, comme nous, voilà, les ingénieurs qui font le boulot tous les jours, quoi, en fait. Et en général, quand on est dans des boîtes hiérarchiques, il y a deux choses. Soit le top management comprend l'apport de Kubernetes, ce que Ali m'a présenté tout à l'heure, et veut tout faire pour le pousser. Ça, on est à droite. Okay? Et dans ce cas, ça va plus vite, hein, parce qu'il y a des sponsors. Le top management, c'est un sponsor. Ils poussent et ils mettent tout en œuvre pour que ça puisse marcher. Et il y a un autre cas où ça vient des managers, hein, des responsables d'équipe. Ça peut être les project owners, ça peut être voilà, responsable d'équipe DevOps ou cloud, ainsi de suite. Eux, ils comprennent les gains, ils veulent pousser pour que ça marche. Et malheureusement, en général, il faut qu'ils... Voilà, ces personnes, en général, sont seules, quoi, ou parfois se retrouvent entre deux camps, entre les ingénieurs qui veulent y aller, qui leur mettent la pression, et les managers, voilà, et le top management qui a rien compris, quoi. Et donc, ces personnes qui se trouvent dans le middle, qui ont un boulot très difficile, il faut qu'ils puissent expliquer les gains que l'entreprise doit en tirer. Et en général, c'est la seule façon d'y arriver, quoi. Il faut que ces middle puissent avoir toutes les informations pour pouvoir convaincre le management, c'est-à-dire le top. Une fois que le top est convaincu, après le top peut être un sponsor et après l'acculturation peut être lancée. Sinon, une acculturation est super compliquée et ça peut durer 2 ans à 3 ans, raison pour laquelle voilà, des boîtes qui y arrivent, soit, voilà, c'est la raison pour laquelle voilà, quand on adopte Kubernetes, ça peut prendre énormément de temps pour aller à l'échelle d'une entreprise, quoi. Voilà. Donc, prochaine diapo, Aliban. Alors, donc maintenant, si vous êtes responsable cloud ou PO, ainsi de suite, vous voulez avoir les arguments. Les arguments, il y en a plein. Déjà, il y a ma collègue qui l'expliquait tout à l'heure, hein, Aliban, par rapport aux bénéfices que ça offre, mais on peut avoir un ROI autour de 500%. C'est énorme, quoi, en fait. Et le temps passé par l'IT, par application, est réduit de 35% minimum. Le chiffre le plus intéressant ici, c'est l'adoption, en fait. L'adoption. Ce qui veut dire que, en général, si on n'a pas trop ce type d'orchestrateur, pour avoir de nouveaux projets qui aillent jusqu'au bout, c'est un peu compliqué. Mais avec ce type de plateforme, quand on a de nouvelles idées, les projets, démarrent plus facilement, quoi, en fait. Parce qu'on a le DevOps, on a le Kubernetes, ainsi de suite. Et donc, c'est l'adoption qui est plus frappante. Donc, les 8 mois, ça dépend de... Bon, ça peut varier, ça dépend de qu'est-ce que vous achetez. Si vous êtes au niveau du cloud, le retour sur investissement peut être plus long ou plus court. Ça dépend, en fait. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous êtes on-prem, c'est entre 8 mois et 12 mois, en fait. Le retour sur investissement en fonction de la plateforme que vous achetez. Maintenant, si vous êtes des guerriers et que vous avez pris une plateforme open source, là, voilà, le retour sur investissement, on va dire, c'est vraiment lié au coût opérationnel, quoi, en quelque sorte. Voilà, et enfin, il y a un dernier une dernière métrique qui est super importante, qui est, c'est plus simple. Bon, en général, ce qu'on remarque, hein, l'adoption de nouvelles applications ou de nouveaux changements, voilà, c'est à plus de 36%. Alors, tous ces KPI que je suis en train de vous partager, donc voilà, sont faits sur la base d'une étude qui concerne plusieurs entreprises. Voilà, bien sûr, on a l'étude complète, mais voilà, on ne peut pas partager pour des raisons, pour des raisons liées liées à la confidentialité. Alors, donc là, c'est vraiment l'acculturation. Donc, l'acculturation, c'est le premier challenge. Et c'est un challenge en général, malheureusement, qui n'est pas que tech, mais qui est très politique si vous êtes dans une boîte hiérarchique. Et la seule façon de faire, c'est convaincre le top management, avoir les sponsors. Une fois que vous avez le sponsor, lancer l'acculturation
Et le fait d'avoir des sponsors, ça réduit l'acculturation. Si vous n'avez pas de sponsors, l'acculturation devient plus longue. Donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge qui est plutôt lié à la partie sécu. Et donc, la partie sécu, voilà, c'est un gros morceau dans Kubernetes. Et malheureusement, ce qu'on voit en général, Kubernetes est poussé par soit le pôle digital, soit les équipes, le nouveau département DevOps et Cloud. Et au début, quand ils poussent, les autres équipes ne suivent pas. L'équipe sécu, networking en général ne suivent pas. Et ce qu'on voit très souvent, et les équipes sécu, malheureusement, font partie des dernières équipes qui arrivent un peu sur le projet, quoi. Et alors que c'est la partie la plus douloureuse parce qu'il faut gérer tout, les accès. Les accès, je parle de vraiment autorisation, mais aussi avant autorisation, il y a l'authentification. L'architecture, est-ce qu'elle est sécurisée? Donc, la partie filtrage au niveau réseau. Avant, on filtrait de point par point. Maintenant, dans Kubernetes, c'est une autre histoire. C'est devenu plus compliqué. Tous les pods, c'est-à-dire dans Kubernetes, les applications sont éphémères. Donc, bien sûr, un filtrage réseau de point à point n'a pas de sens, quoi, en fait, dans Kubernetes. Donc, c'est une nouvelle façon de faire. Donc, le filtrage, il est plus orienté sur de nouveaux concepts de tagging, de labels, ainsi de suite, etc. Et la sécurité de la plateforme, la sécurité au niveau OS, la sécurité des images, au niveau sécurité, le monitoring, donc la gouvernance de ces sécurités, la compliance en fonction du type d'application que vous avez, type de boîte, si vous êtes une banque, si vous êtes une telco, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, la partie sécurité, c'est un gros morceau, mais ce qui est sûr, il y a tout ce qu'il faut pour cocher sa case. Et donc, en grosso modo, pour résumer, c'est ça. Pour adopter Kubernetes, les deux challenges sont l'acculturation et la sécurité. Et on vous a partagé l'acculturation, comment faire. C'est aussi simple. Donc, il faut du sponsoring et lancer un programme d'acculturation. Il faut mettre les moyens sur la table pour lancer ce programme d'acculturation. Et en deux, il y a la sécu. La sécu aussi, c'est un gros morceau, mais il y a tous les outils sur le marché pour un peu relever ce challenge. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue James pour la suite. Merci, Alio. Alors, dans cette partie, je vais vous parler de la migration de vos applications, les stratégies que vous pouvez adopter pour y aller. Alors, en 2022, la plupart des architectures des applications sont orientées microservices. C'est sûr qu'il y a toujours des boîtes qui ont des monolithiques et tout, mais c'est lorsque vous avez des applications qui sont orientées microservices que vous pouvez facilement adopter Kubernetes. Donc, si on voit un peu le pattern du microservice, de l'architecture microservice, vous verrez qu'il y a plein de concepts à mettre en place. Par exemple, vous avez des API Gateway, vous avez du metric, vous avez des logs distribués. Donc, l'architecture microservice dedans, le faire correctement, ça se base un peu sur tout ce qui est mis là, et Kubernetes vous facilite un peu le déploiement de vos applications si vous respectez cette architecture. Voilà. Donc, dans la suite, nous allons prendre une architecture simple qui met en œuvre 2 ou 3 patterns dans l'architecture microservice, à savoir la gateway, les microservices, le service discovery, la configuration. Et bon, une base de données par microservice, c'est la plus simple que vous pouvez faire. Donc, on va se baser sur ça pour voir c'est quoi les stratégies qu'on peut adopter lorsqu'on migre vers du Kubernetes. Donc, si vous êtes déjà en architecture microservice, donc ces stratégies vous permettent de migrer vos applications dans Kubernetes et ça vous permet, lorsque vous faites les acculturations, comme mon collègue Aliou vient de le dire, de montrer un peu aux gens comment est-ce que vous allez y aller. C'est bien de dire, OK, on va gagner et tout, mais après, il faut savoir les gains que vous aurez et puis comment est-ce que vous allez y aller.
Voilà. Dans la suite, je vais vous parler des 5 R. Alors, c'est l'ancienne version. C'est fait exprès parce que la nouvelle version, c'est basé sur du 6R et bon, c'est un peu flou. Il y a des drop and shop. Il y a plein de choses qui, bon, ne va pas droit au but. Donc, je vais garder l'ancienne stratégie, les anciennes stratégies pour vous expliquer un peu comment est-ce que vous pouvez y aller, mais ces stratégies se retrouvent dans les nouvelles façons de définir les choses. Okay? Donc, vous avez, en fonction de la stratégie que vous prenez, vous avez le temps, le coût et le temps pour la migration et la complexité. Donc, si vous y allez avec du rehosting, vous verrez que vous passerez moins de temps et vous aurez moins de complexité à gérer pour y aller, même si, voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Et que si vous faites du rebuild, par exemple, vous mettez plus de temps, vous aurez plus de complexité, mais à la fin, vous bénéficierez de tout ce que mes collègues Alima, Aliou viennent de vous présenter. Okay. Slide. Voilà, le rehost, c'est la manière la plus simple d'y aller, c'est-à-dire vous avez votre architecture microservice comme la plus simple, celle qu'on vient de montrer. Vous voulez migrer dans Kubernetes, vous prenez les applications telles quelles, vos microservices, bien sûr, parce que si vous avez un monolithe, c'est un peu plus compliqué que ça. Bon, vous allez s'ouvrir, oui. Mais si vous êtes en microservice, vous pouvez juste containeriser vos applications et les déplacer telles quelles, déplacer toutes les briques que vous avez telles quelles dans votre infrastructure Kubernetes. C'est sûr, vous ne bénéficierez pas de tout ce que Kubernetes vous propose, mais le process de migration se fera, disons, facilement, entre guillemets, parce que vous allez prendre ce que vous avez actuellement, le mettre dans Kubernetes directement, et la migration est plus rapide. Mais l'inconvénient, c'est que avant, comme vous n'étiez pas dans Kubernetes, il faut que vous adaptez un peu le déploiement dans ce nouvel environnement, cette nouvelle infrastructure. Slide. Donc, en reprenant un peu la petite architecture qu'on avait tout à l'heure, lorsque vous prenez votre application telle quelle et que vous rehostez ça dans Kubernetes, vous aurez ajouté les éléments qui sont en bleu, par exemple. Vous allez ramener vos microservices, bien sûr, la gateway API que vous utilisez, l'API gateway que vous utilisez pour, voilà, pour avoir un point d'entrée unique pour vos microservices. Ce que vous allez rajouter, c'est un service Kubernetes plus un composant qu'on appelle Ingress qui permet de recevoir des flux de l'extérieur dans votre cluster. Vous allez embarquer vos composants Discovery plus load balancer, server config, vous allez les prendre tels quels et les rentrer. Bon, pour Discovery comme un Discovery utilisé d'habitude, vous avez du Consul, du Eureka, ou bien pour le serveur de configuration, peut-être que c'est un Git externe sur lequel vous mettez vos configurations pour partager entre vos microservices. Donc, vous allez garder la même configuration, ramener ces composants dans la plateforme et, par exemple, pour accéder à votre base de données, vous allez peut-être la laisser telle qu'elle. Actuellement, vous avez peut-être un cluster de base de données qui est bien géré par les équipes Ops. Vous allez juste utiliser un composant Kubernetes pour accéder à cette base de données à l'extérieur du cluster. Donc là, l'effort est minime. Donc, c'est juste les composants en bleu voilà, sur lesquels vous allez travailler dans cette architecture, à part la containerisation de vos microservices, ainsi de suite. Lorsque vous voulez y aller avec du refactoring et du revise, vous allez commencer à voir dans Kubernetes quels sont les composants qui sont déjà là et que vous, côté application, vous développez, vous maintenez. Donc, vous pouvez, dans cette stratégie, les éliminer, OK, pour que ces fonctionnalités ne soient plus gérées par le côté applicatif, mais que ce soit géré par la plateforme. Donc, dans cette stratégie, l'effort est minime parce que vous supprimez que quelques composants. OK? Oui, allô? Oui. Oui, ça va.
Bon, excusez-moi de vous interrompre. Pouvez-vous revenir un peu sur des explications concernant les bases de données? Côté architecture, l'autre diapo là. L'autre diapo. Ouais. Alima, est-ce qu'on prend des questions à la fin ou en cours? Ou, je pense qu'il serait préférable qu'on prenne toutes les questions à la fin. Oui. Vous pouvez mettre vos questions au niveau du chat et à la fin, nous reviendrons sur toutes vos questions. D'accord. Merci beaucoup. OK. Alors oui, dans la stratégie Refactor and Revise, OK, l'inconvénient, c'est que vous allez enlever des composants de l'ancienne architecture. Donc, il faut vous familiariser avec les nouveaux composants qui sont dans Kubernetes. Donc, ces composants seront liés à Kubernetes, on peut dire. Mais après, puisque ces composants sont générés par la plateforme, ce n'est plus géré par l'équipe Dev, Ops, il y aura moins d'efforts à faire. Les équipes vont se concentrer sur l'application et non plus à gérer aussi les composants qui font tourner l'application. Voilà un peu les avantages que vous avez dans ces stratégies. OK. Slide. Voilà, si on reprend notre architecture de tout à l'heure, au lieu de se baser sur le service discovery qu'on a amené, comme du Consul ou du Eureka, on va se dire, OK, notre gateway, quand elle reçoit les requêtes, bon, elle appelle les services, des microservices directement. Donc, on peut faire cette configuration. Du coup, on n'a pas de discovery à faire, mais puisque le service dans Kubernetes gère cette fonction de découverte des pods de ce que vous avez déployé, okay, on peut se baser sur ces services pour faire une architecture de la sorte. Et notre configuration externe qu'on utilisait pour laquelle on utilisait du Git, par exemple, on peut dire, OK, on prend le composant Kubernetes config map pour partager les configurations entre nos microservices. Voilà, voilà ce que ça donne si on fait du refactoring et du revise. La quatrième stratégie, c'est la stratégie rebuild, où là, vous vous arrêtez, vous réarchitecturez votre application en se disant, OK, on prend tout ce que Kubernetes nous donne comme fonctionnalité et on fait sauter certaines briques, on réécrit notre application pour que, OK, les parties qui vont utiliser les nouvelles fonctionnalités puissent fonctionner correctement. L'avantage, c'est quoi? Vous allez avoir du discovery, tout ce que mes collègues vous ont cité tout à l'heure, le discovery, le load balancing, le self-healing, le health check, et vous pouvez ajouter plein d'autres composants Kubernetes, des solutions Kubernetes qui font que vous aurez un environnement microservice résilient, facile à monitorer, facile à débugger. Et voilà, l'inconvénient dans ce cas, c'est que là, vous serez à fond dans du Kubernetes. Donc, il vous faut une maîtrise profonde de Kubernetes. Donc, c'est là où il vous faut peut-être vous faire accompagner par des formations, des acculturations, voilà, ainsi de suite. Voilà. Dans cette stratégie, voilà un peu tout ce que vous aurez à faire. Et si on reprend notre architecture de début, alors, au lieu de dire à notre gateway d'aller targeter les microservices un à un, on peut, dans notre architecture, utiliser le discovery de Kubernetes pour que les microservices s'enregistrent au niveau service Kubernetes. Donc, ce qui fait que on ne va pas cibler les microservices un à un, mais on va se baser sur la découverte de services qu'offre Kubernetes. Et en plus, on utilise le config map. Donc, ça veut dire qu'on a fait sauter la partie discovery carrément, la partie config map carrément. Et du coup, ça fait que cette architecture se base fortement sur Kubernetes pour tous les composants qui font tourner l'architecture microservice. Donc, les développeurs, ils se concentrent sur la gateway, les microservices. Tout le reste, Kubernetes le fournit. Voilà, avec le rebuild, on peut encore aller très loin en mettant une couche de mesh dessus pour pouvoir injecter du trafic, sécuriser les trafics entre les microservices, authentifier
plein de choses. De la sécurité, on peut faire plein de choses avec le mesh. On peut rajouter dessus lorsqu'on fait du rebuild, parce que là, on utilise à fond toutes les fonctionnalités de Kubernetes. On peut faire les stratégies de déploiement parce qu'on utilise Kubernetes de façon, toutes les fonctionnalités en utilisant des outils comme CNO. La sécurité peut être plus renforcée parce que là, on est carrément basé sur tous les composants Kubernetes. Le login, ce sera plus facile de loguer vos applications. On pourra avoir du login centralisé de tous les microservices. Le monitoring sera aussi plus simplifié parce que, oui, on est basé sur tout ce qui est cube. Et le backup aussi, on peut facilement le faire parce que, voilà, côté rebuild, l'architecture est carrément orientée Kubernetes. Voilà tout ce que vous pouvez avoir lorsque vous faites du rebuild. Et la 5e stratégie que vous pouvez adopter, c'est le replace. Le replace, d'habitude, c'est OK, lorsque vous venez dans le cloud, c'est de façon générale, hein, ce n'est pas que sur du Kubernetes. Lorsque vous allez dans le cloud, vous dites, OK, on a une application qui fait ça, ça, ça. Et en allant dans le cloud, il y a plein d'applications qui font pareil. Vous dites, OK, bon, on ne va plus développer parce qu'on a des solutions qui le font. Donc, ça, c'est le replace. Donc, vous laissez votre application, OK? Vous adoptez les solutions qui sont là dans le cloud. L'avantage, c'est que vous ne mobiliserez plus une équipe de développement. Vous allez plutôt mobiliser une équipe d'exploitants. Et les inconvénients, c'est que vous serez lié à la solution que vous avez adoptée. Et peut-être que l'intégration dans votre écosystème peut être compliquée. Voilà. Donc, si vous adoptez cette solution et que ça répond à votre cas d'utilisation, c'est une stratégie que vous pouvez adopter. Voilà, nous arrivons à la fin de la présentation. Nous allons maintenant prendre vos questions. Merci à vous d'avoir assisté à la présentation. Aliment, je te rends la parole. Oui, merci beaucoup, James. Donc, à présent, nous allons prendre des questions. N'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez les poser de vive voix. Donc, je vais peut-être commencer par la question de la base de données. OK. C'est Aliso. Tu peux revenir sur la slide, s'il te plaît. C'était le RIOS. On avait commencé par le RIOS, oui. Voilà. Ali, tu peux poser ta question, s'il te plaît? Oui, allô? Oui. OK, je disais si vous avez expliqué rapidement concernant les bases de données. Donc, je pose comment se fait la configuration. Soit, on externalise les bases de données et on donne les scènes de connexion à partir de notre conteneur Kubernetes. Donc, ou bien on crée, c'est-à-dire une config map avec les fichiers YAML nécessaires pour embarquer directement, créer un cluster Kubernetes qui va, c'est-à-dire utiliser cette base de données-là. Donc, à partir du classeur. OK. Bon, je vois plusieurs volets pour les réponses. Déjà, pour commencer, ici, c'est une base de données. Bon, la base de données est laissée à l'extérieur. Donc, on suppose que pour déployer l'application, vous êtes dans une boîte, vous avez une équipe d'ops qui sont, disons, spécialisés en base de données. Tout. Les grosses boîtes font ça. Donc, ils gèrent les bases de données correctement et tout le reste, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, vous dites que, OK, votre base de données reste à l'extérieur parce que vous avez une équipe qui la gère déjà correctement. OK? Donc, ici, dans cette configuration, la base de données est externe. Le external service de Kubernetes vous permet juste de configurer, disons, les IP qu'il faut utiliser pour attaquer votre base de données à l'extérieur. Maintenant, pour que vos microservices les utilisent, là, ça relève des bonnes pratiques dans Kubernetes. Comme tu l'as dit dans une de tes explications,
Ce n'est pas sur le microservice qu'il faut configurer les chaînes de connexion et tout. Il faut utiliser un secret parce que Oui, un secret qui... voilà, voilà, les infos pour se connecter à la base de données sont sensibles quand même. Parce que si quelqu'un a ces infos, bah, elle peut aller faire un drop dans votre base de données et vous êtes mal. Ou bien, si ça manipule des choses, la personne peut se connecter et aller manipuler. Bon, effectivement. Voilà. Donc, c'est ça pour le premier volet, pour la réponse. Pour le second volet, actuellement, il y a plein de solutions qui sont matures sur Kubernetes qui font que, OK, votre base de données, vous pouvez la mettre à l'intérieur du cluster et gérer tout le cycle. Voyez un peu. Donc, c'est sur ces deux volets que voilà. Je vois la réponse à ta question. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bon, par là, je vais avoir une autre question, c'est-à-dire externaliser la base de données ou bien créer des secret keys et en même temps avoir une base de données à l'intérieur de Kubernetes, vous l'utilisez à l'intérieur. Quel est le plus avantageux? Je dirais ça dépend. Ça dépend de comment on appelle, la maturité de vos équipes à gérer vos données dans le cluster parce que déjà pour faire ça, il faut que vous ayez une source de données externe supportable dans la plateforme Kubernetes. Donc, vous devez mettre en place des choses comme des hooks, bon, ça dépend de tout ce que vous avez. Donc, il vous faut gérer ces sources de données. C'est un cluster de storage à gérer. Si vous avez l'équipe pour le faire des backups, des restores, des disaster recovery et tout le reste, vous y allez. C'est bénéfique parce que tout est dans Kube. Rapidement, si vous avez besoin de stockage pour votre base de données, bah, vous créez les éléments Kubernetes. Ça peut être provisionné automatiquement. Vous pouvez, même la base de données peut être gérée automatiquement dans le cluster par les choses comme on appelle opérateurs, des choses comme ça. Ça fait que le day-to-day, la gestion day-to-day est simplifiée. Mais non, si vous n'avez pas tout ça et que vous avez une équipe, comme je viens de le dire, qui, si vous avez une application critique ou vous êtes dans une grosse boîte, c'est sûr que vous avez des équipes Ops qui ne font que DB et qui voilà, sont formés, ont plein de certifications sur le sujet. Bah, vous leur laissez la partie base de données, vous êtes tranquille parce que c'est la partie sensible. Si vous pétez vos données ou bien les données sont corrompues, bah, même si vous avez des microservices fancy dans votre cluster, OK, le service sera cassé. Ah ouais, bon. Donc, ok, merci, c'est clair. Comme vous venez de le dire, bon, ce qui concerne les bases de données, il stocke des informations sensibles. Pour ça, donc, il faut très bien les gérer. C'est la raison pour laquelle, au niveau même de Kubernetes, quand vous créez les secrets keys, là, il y a une manière de le coder en base 64 de telle sorte que même s'il y a un utilisateur malveillant qui essaie de faire quelque chose, cette secret key là, voilà. Donc, les mots de passe qui sont à l'intérieur sont générés en base 64. En tout cas, ce que vous venez d'expliquer là, c'est clair. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. De rien. Bonjour, j'avais une question. Oui. C'est moi qui ai... Bon, la question, bon, ça va suivre un peu la question de Ali. Bon, ça dit par rapport à le fait de mettre les bases de données dans le cluster. Est-ce que dans votre expérience, vous avez eu à travailler sur des projets où, en production, vous avez mis des bases de données dans le cluster et pas externalisées, quoi? L'autre question, ça va être un peu en rapport avec l'utilisation. Bon, c'est un peu le dernier slide qui m'a un peu inspiré avec le Golang. Est-ce que dans votre travail de DevOps tous les jours, vous allez utiliser Golang pour développer des outils ou bien des trucs que vous utilisez sur Kubernetes ou bien d'autres outils de DevOps en utilisant Golang, quoi? Elima, tu y vas? OK. Alors, pour l'usage de tous les jours, oui, il peut y avoir des cas où la base de données peut être en interne, donc dans le cluster. Donc,
il y a des outils permettant d'avoir des bases de données à la volée, mais il y a des cas également de figure où la base de données peut être externalisée et il y a le routage qui est mis en place pour joindre la base de données et puis avoir les credentials nécessaires pour pouvoir joindre ces bases de données-là. Alors, pour la deuxième question qui concerne l'utilisation de Go, nous sommes des fans de Go et nous parlons Go. Nous utilisons Go tous les jours, notamment pour un outil que nous avons développé en interne qui s'appelle Selino. Et j'invite tout le monde à découvrir cet outil-là qui a été développé complètement en Go. OK. Bon, Oui, sorry, pour la première question, pour apporter un plus, oui, on a travaillé chez un client où la base de données était dans le cluster. Comme je l'avais dit, il y a un cluster de stockage qui fournit les données et derrière, il y a tout ce qu'il faut pour le backup, restore, et ainsi de suite. Oui, on a travaillé avec un client où on a la base de données dans le cluster. Et pour GoCNO, pour CNO, j'ai envoyé le lien sur le chat. Vous pouvez y aller, tester, nous faire vos feedbacks. Voilà, oui. Comme Alima l'a dit, on prend Go au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, quoi. Exact, c'est ça. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la réponse. Il y a une question sur le chat. Configuration Discovery Load Balancing. Ouselou Mboji. Oui. Alors, la question, c'est concernant la configuration, le discovery, le load balancing et les API gateway. OK. Sont tous des microservices à part la configuration où la configuration se fait au niveau Kubernetes. OK. Alors, le service discovery, c'est une fonctionnalité qui existe dans Kubernetes que vous pouvez utiliser pour remplacer le service discovery de votre architecture. Le load balancing, c'est une fonctionnalité aussi qui existe dans Kubernetes. Donc, vous n'en avez pas besoin. Lorsque vos microservices, vous avez plusieurs instances, automatiquement, lorsque les requêtes sont envoyées, Kubernetes envoie les trafics de façon load balancée. C'est un microservice. Et notre outil dont on parlait tout à l'heure, c'est nous. Si vous l'avez, vous pouvez aller plus loin et même segmenter le trafic vers vos applications. L'API Gateway, ce n'est pas un outil Kubernetes parce que dans votre architecture microservice, dans le pattern, il vous faut un point d'entrée. Oui, effectivement. Oui, un peu. Donc, ce point d'entrée, c'est vous qui la gérez parce que derrière, vous pouvez faire plein de choses là-bas, du circuit break, vous pouvez authentifier les requêtes, vous pouvez faire plein de choses. Donc, ce n'est pas un outil parce que c'est un composant dans votre architecture microservice qui vous permet d'avoir un seul point d'entrée pour votre microservice. OK, la configuration. D'habitude, c'est un serveur de configuration. Bon, oui, un serveur pour avoir la configuration de façon externe. Ça, avec les config maps de Kubernetes, vous résolvez ce problème de configuration. Donc, vous pouvez aussi laisser de côté votre composant qui vous servait à gérer cette configuration externe. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Okay. D'autres questions? Il y a une question sur le chat.
Alors, il y a une autre question qui dit à quel moment une entreprise doit migrer vers Cube. Alors, c'est une bonne question dans la mesure où, pour moi, il faut déjà se sentir prêt. Déjà, tout à l'heure, comme le disait mon collègue Ali, il y a la partie acculturation à gérer dans un premier temps. Donc, il faut avoir la connaissance de l'écosystème Cube. Et ce sont des décisions purement managériales donc, qui vont pousser à cette migration-là. D'accord. Pour ajouter, alors, peut-être je peux rajouter, alors, donc on est à 46 minutes. Ouais, donc du coup, c'est vrai que bon, ça sert à rien d'aller sur Kubernetes si on a une petite application et puis on est une startup, quoi, en fait. Donc, du coup, le fait de comprendre Kubernetes, il vaut mieux se mettre cet effort, voilà, sur le développement de l'application. Faut pas aller sur Kubernetes quand on a un environnement très siloté, c'est-à-dire on est dans une organisation où les équipes réseau sont là-bas, ils ne parlent pas aux équipes qui gèrent la sécurité, les équipes sécurité ne parlent pas aux équipes qui font l'infra. Et ça, si vous allez sur Kubernetes, ça ne marchera pas, en fait. Aussi, il faut aller sur Kubernetes. Si vous avez des microservices, le plus vous avez des microservices, plus vous allez sentir le gain. Moins vous avez le microservice, moins vous allez sentir le gain. C'est aussi simple que ça. Voilà, et j'ai un retour. Je sens il y a quelqu'un qui a vers son casque. Alors, et l'autre chose, c'est que donc sur cette partie, on va dire Kubernetes, c'est important, c'est super important quand vous y allez à l'échelle d'une OVI, c'est-à-dire une entreprise qui est, ça peut être vous êtes un État, vous êtes une telco, vous êtes une grosse banque, tout un pays dépend de cette, de cette banque, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, faut pas juste y aller comme ça, quoi, en fait. Faudra faire la bonne architecture, redonder. Faudra, c'est-à-dire, il faut que tous les acteurs puissent être là, en fait. Okay? Et après, vous commencez à y aller, quoi, parce que votre business est un peu critique, en grosso modo. Et donc, il faut faire une architecture redondée, qui est sécurisée, ainsi de suite. Et donc, ce qui veut dire que c'est super important que les parties prenantes, quand même, puissent savoir quand même de quoi ils parlent, en fait. Donc, c'est super important quand on est dans une OVI, voilà, d'utiliser, voilà, que tout le monde soit à la même page, quoi. Et autre chose qu'on dit, bon, small steps hide the complexity. Les petits pas cachent la complexité. Ça sert à rien de commencer par Kubernetes et de tout faire en même temps, en fait. Là, il y a 1000 chances de se tromper. Je commence par Kubernetes, je fais du service mesh directement et j'ai des bases de données à gauche, à droite. Bon, on voit ça, hein, mais voilà quoi. Faut faire vraiment petit à petit. On fait du stateless, on est confiant. Après, on fait un petit peu stateless avec, comme James le disait, hein, la base de données à l'extérieur. On commence à sentir la confiance. Après, on va avancer petit à petit. On met des choses qui sont un peu, on va dire, sensibles avec les secrets. Voilà, on intègre Vault, voilà, on avance petit à petit. Après, on se sent confiant. On met la base de données. Tout est dans Kubernetes. Après, on se sent confiant. On va aller à la prochaine étape. On fait du Istio, du service mesh, ainsi de suite, quoi. Donc, il faut vraiment aller en petits pas, quoi. Voilà. Donc, en grosso modo, donc, bon, j'ai commencé mes réponses en disant un peu quand est-ce qu'une entreprise est prête. Hein. Voilà. Et j'ai fini ma réponse en disant, voilà, en grosso modo, comment y aller, quoi, en fait. Voilà. Allez, il y a Jospin qui dit donc, en gros, une petite start-up n'a pas un grand intérêt d'y aller dès le début. En fait, bon, le terme petite start-up est différent en fonction de là où on se trouve. Hein. Une petite start-up, voilà, c'est vraiment différent, quoi.
voilà, je dirais une startup qui a atteint le Pré-Seed voilà, en Afrique, c'est une petite startup. Une startup qui a atteint peut-être, qui est entre le Seed et la série A ailleurs, c'est une petite c'est une petite équipe, quoi. Je veux dire, ça sert à rien. Vous n'avez pas encore le premier client et d'adopter Kubernetes, quoi. Et donc, vous allez avoir plein d'équipes avant d'avoir le premier CFA dans vos comptes. Ça sert absolument à rien, quoi. Et donc, du coup, voilà, c'est dans ce sens qu'on le dit, en fait. Donc, il faut avoir quelque chose, il faut avoir les arguments d'aller sur Kubernetes avant d'aller sur Kubernetes, quoi. Donc, Top. Alors, je pense qu'on a fait le tour des questions. N'hésitez pas à nous revenir si toutefois vous souhaitez un accompagnement ou des formations sur ces sujets-là. Donc, vous aurez la présentation qui vous sera envoyée par la suite. Donc, merci oui. à tous. Allô? Oui. Excusez-moi un peu. Donc, moi, j'ai une question. Par exemple, quand vous faites le déploiement sur Kubernetes, donc moi, je l'ai testé en local là, pour le déploiement avec ma machine. Maintenant, moi, je veux déployer une image que j'ai fait avec Docker. Mais cette image-là, je l'ai déposée sur Nexus. Mais quand je récupère l'image au niveau de Nexus, pour le déployer au niveau de Kubernetes, je vois que il m'envoie une erreur d'image là que ça fait 2 jours que je cours derrière jusqu'à présent, ça n'arrive pas à trouver une solution. Donc, je ne sais pas. Je vois Aliou qui lève la main. Tu veux répondre? Vas-y. Ouais, je voudrais poser la question alors, c'est Ali Sow. Alice, oui, effectivement. Ouais. Et donc, vous êtes où et vous êtes dans quelle boîte et comment vous avez, voilà, c'est quoi le contexte pour avoir ce problème-là? Bon, Bien sûr, si vous pouvez discuter, bien sûr. bon, nous, on voulait adapter l'architecture DevOps, c'est-à-dire faire le CI, CD, donc intégration continue et déploiement continu. Donc, nous, on utilise Docker pour faire le build des images qu'on utilise. Maintenant, ces images-là, donc on a notre propre repo, on a utilisé Nexus comme repository privé, là où on va déposer nos images. Maintenant, pour déployer ces images-là au niveau de Kubernetes, donc on va récupérer ces images au niveau de Nexus. Donc, pour récupérer ces images-là, il faut donner les chaînes de connexion en créant le secret key, ce que vient de dire, ce que disait tantôt, j'ai oublié son nom là, James. Donc, des chaînes de connexion pour vous permettre de se connecter au niveau du serveur Nexus. Pour pouvoir récupérer ces images-là que vous avez déposées là-bas. Maintenant, si on essaye de se connecter et récupérer l'image, donc il nous retourne une erreur d'image pour faire le déploiement. Donc, je l'ai fait avec ma machine locale. À chaque instant, j'essaie de récupérer cette image-là. Bon, ça ne répond pas. Oui, excellent. Et donc, dans ce cas, il y a plusieurs façons de faire. Voilà, si c'est depuis votre poste et que votre client Docker n'arrive pas à récupérer l'image, il y a plusieurs étapes, quoi. Donc, bon, je vais pas énumérer toutes les étapes à chaque fois. Et donc, si on voit l'erreur, peut-être que c'est sûr que mes collègues voilà, allaient dire c'est ça. Mais c'est pas un peu l'objectif de cette présentation. Bon, voilà. c'était juste une question là. Ouais, je veux dire, ça peut être à tous les niveaux. Donc, le premier niveau, réseau. Donc, est-ce que tu as accès à là où tu veux, ce que tu targetes? Oui, bon. J'ai testé avec la commande Telnet, là, ça répond. Voilà. Et donc, si ça passe, après, est-ce que tu es autorisé à pouvoir faire ce que tu fais? Si tu fais ce que tu fais, est-ce que la requête, au moins, est acceptée quoi, par ce que tu fais? Maintenant, une fois que tu l'as, est-ce qu'en local, tu as des problèmes pour pouvoir stocker ça? Est-ce que tu récupères juste, c'est-à-dire, est-ce que tu fais juste un Docker pull ou tu lances aussi? Donc, je veux dire, ça dépend de
ça peut être 10 000, on peut te donner 10 000 réponses. Ouais, et après, voilà, effectivement. si on a l'erreur, ça sera plus direct. Ce qu'on peut faire, c'est on peut regarder à côté, voilà, une session spécifique avec nous pour qu'on puisse t'aider dans ce sens. D'accord. Donc, parce que si je dépose l'image au niveau de Docker Hub, ça, je le récupère facilement. Donc, quand je crée mon fichier YAML là, je lui donne l'image, il le récupère directement parce que c'est public. Maintenant, quand j'ai un repository privé, donc quand je lui donne toutes les informations avec image pool secret, donc ça, je vois qu'il ne récupère pas l'image. C'est plein de choses. C'est le Docker CLI. Donc, est-ce qu'il est autorisé à aller chercher en interne? Donc, en interne, par défaut, on appelle des insecure registry. Et c'est le problème le plus courant. Et donc là, bon, tout le monde serait tenté à te dire c'est ce problème-là. Je suis sûr et certain. Mais voilà, quoi. Bon, moi, au début, je pensais que c'était le problème de connexion. Bon, je suis allé directement sur le fichier de diamond.json. Donc, pour autoriser cette serveur Nexus-là à Docker de se connecter directement sur le serveur Nexus. Oui, donc, Ali, donc ça, il faut qu'on regarde ça à côté, en fait. D'accord, il n'y a pas de problème. Il faut qu'on regarde ça à côté, ou sinon, on fait une session spécifique de debugging où chacun monte son écran et puis on essaie de débugger ensemble. D'accord. Voilà, on peut regarder ça à côté avec plaisir. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Il y a Constantin qui a levé la main. Vas-y, Constantin. Ah, ok, merci beaucoup. Allô, vous m'entendez? Oui. Voilà, donc je vous remercie, M. James et Aminata Sow et Mamadou, je pense. Alors, c'est vraiment un plaisir pour moi de participer à cette session, à cet échange. Vraiment, ça a été fructueux. Donc, je voulais juste résumer un peu ce que je retiens de cette session. Quand surtout adopter K8S, donc plus on a de microservices, plus penser à adopter la solution K8S, n'est-ce pas? Et maintenant, pour les stratégies, faudrait-il choisir entre les 5 ou bien c'est en fonction du besoin qui se présente ou il y a forcément des paramètres à suivre pour effectuer le choix? Et maintenant, en dernier lieu, s'il y a besoin de vous contacter pour une formation, quelles sont les modalités? Est-ce que c'est payant ou bien comment pouvoir bénéficier d'un accompagnement? Et voilà, merci. Ok, je commence. Alors, la première question, c'était c'est quand on a beaucoup de microservices. Pour cette question, Alio a beaucoup parlé de ça. Ce n'est pas une question de microservices. Ça dépend de votre boîte, ça dépend de le niveau d'acculturation de votre boîte, ça dépend de comment est-ce que vous voulez y aller. Ça répond aussi à la question stratégie en même temps. Est-ce que vous voulez aller, comme Aliou l'a dit, step by step, pour être sûr que, OK, vous y allez sûrement. Donc, selon la décision que vous auriez prise, c'est ça qui vous permet d'adopter une stratégie. Si vous dites, OK, bon, on va juste mettre ce qu'on a actuellement dedans pour faire un premier pas, voilà, donc vous savez quoi choisir. Mais si vous dites, OK, on a des problèmes sur ce composant, il nous embête, des choses comme ça, ou bien, OK, on va vers Kubernetes, mais on sait que notre point de douleur, d'habitude, c'est ce composant et tout le reste. Mais Kubernetes nous offre cette fonctionnalité. Vous voyez, ça vous redirige vers une stratégie à adopter, ainsi de suite. Donc, on ne peut pas dire que, OK, voilà la stratégie à adopter pour y aller. Ça dépend de chaque situation, chaque contexte, la décision qui est prise par rapport à tous les parties prenantes, justement, qui sont là pour accompagner cette migration. Maintenant, pour les formations, notre site web est là. Ça s'affiche en bas à droite. OK, vous avez toutes les... le bouton, il est cliquable en plus. Donc, lorsque vous aurez le PowerPoint, vous pouvez cliquer dessus. Sinon, vous allez directement sur notre site web ou bien dans Contact aussi, vous pouvez nous envoyer des mails. Et je pense qu'il y a toutes les informations qui sont sur le site pour les formations. Et ce sont des formations, comme Aliment vous l'a dit, on est partenaire avec la... voilà, ça c'est le lien direct pour la formation, pour les formations. Donc, on est certifié pour donner des formations Kubernetes, c'est-à-dire vous pouvez suivre des formations ou après vous certifier carrément
développeur Kubernetes, administrateur Kubernetes ou bien sécurité, sur la partie sécurité Kubernetes. Donc, ça dépend de ce que vous prenez. Mais oui, ce sont des formations payantes. Voilà, je ne sais pas si Alima et Aliou ont des points à rajouter sur la question, ou je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Constantin. Oui, parfait. Pour moi. OK. Alors, je disais pour moi, c'est OK et merci pour la clarté. Super, merci. Merci James, merci Alima. Pour moi aussi, c'est top. On a fait 1 heure, 1 minute. On a tenu le time. C'est excellent. Super. Merci à tout le monde. Merci à tous. En tout cas, il n'y a merci. pas à entrer en contact avec nous. Et bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonsoir.